Alors, Kotter et les 8 étapes du changement. Professeur à la Harvard Business School, John Paul Kotter est considéré comme une autorité sur le leadership et le changement. À tel point que Business Week Magazine, en 2001, a élu Kotter comme le leadership guru, sur la base d'un sondage effectué auprès de plus de 500 entreprises. Il explique en particulier comment les meilleures entreprises gèrent le changement. Ainsi, John Paul Kotter a synthétisé ses recherches dans un ouvrage de référence, Leading Change. C'est un best-seller international qui a décrit les 8 phases à mettre en place pour conduire le changement efficacement. En ressort à travers ces 8 phases une méthode très utile pour vous aider à transformer votre entreprise ou bien tout simplement mener ponctuellement des changements ciblés. L'idée principale repose sur une approche globale de l'organisation et de la problématique, dite approche holistique pour les experts, plutôt que de travailler de manière isolée ou fragmentée en silo. Son travail le plus récent, Our Iceberg is Melting, notre iceberg fond, date de septembre 2006. Dans cet ouvrage, il replace les différentes étapes de sa démarche au sein d'une allégorie, alerte sur la banquise. Je vais donc dans un premier temps revenir sur les 8 étapes d'une démarche de changement réussie selon Kotter, et ensuite je vous dirai 2 mots de son allégorie alerte sur la banquise qui illustre le fond de sa pensée de façon décalée à travers une colonie de pingouins. Donc pour Kotter, les méthodes utilisées dans les transformations réussies reposent sur une idée fondamentale. Un changement majeur ne se produit jamais aisément, et cela pour de nombreuses raisons. Que ce soit en raison d'une culture d'entreprise trop introvertie, d'une faiblesse du leadership ou tout simplement de la crainte de l'inconnu. Pour être efficace, une méthode destinée à modifier ou améliorer la qualité doit toujours tenir compte de ces obstacles et y répondre avec justesse. Ainsi, Kotter résume les étapes nécessaires pour réussir le changement dans un processus en 8 phases. Première phase, créer un sentiment d'urgence. Cette première étape agit comme un déclencheur. Vous devez donc trouver les arguments pour créer un sentiment d'urgence, voire dramatiser la situation. Dans cette phase, les paroles ne suffisent pas. Appuyez-vous sur des preuves tangibles. Vous devez user de leviers pertinents et impactants adaptés à la situation, comme par exemple communiquer les résultats d'une étude marketing, exploiter les conclusions et l'impact d'une analyse SWOT, montrer les menaces issues de la concurrence, reposez-vous sur les réclamations clients, etc., etc. Concernant la seconde phase, formez la coalition directrice. Tout le monde convient que le pouvoir hiérarchique montre rapidement ses limites pour transformer une organisation. Le seul pouvoir hiérarchique est vite assez inefficace. Ainsi, vous devez établir un véritable leadership pour entraîner vos collaborateurs vers de nouvelles pratiques ou encore constituer une équipe forte et influente autour du projet. Mais comment faire? Par exemple, identifier et intégrer dans l'équipe projet les acteurs qui ont un véritable pouvoir d'influence. Ce leadership ne vient pas forcément d'une position occupée dans la pyramide hiérarchique de votre entreprise. Il comprend aussi d'autres éléments formant une légitimité aux yeux de ceux qui sont impactés par le changement. Par exemple, une expertise pointue, une capacité particulière de communication, une ancienneté d'entreprise ou d'autres choses encore. Concernant la troisième phase, définir une vision et une stratégie. Le changement génère forcément de l'incertitude. Pour la réduire, vous devez d'expliciter votre vision du futur. Encore une fois, ne vous contentez pas de mots. Apportez du tangible. Selon l'ampleur du projet, basez-vous sur des valeurs afin de donner du sens à la transformation. Pour décrire la vision, vous devez vous appuyer sur une vision imaginable de l'avenir, à l'aide de quelques exemples concrets. En d'autres termes, partagez la stratégie suivie. La quatrième phase concerne la diffusion de la vision. Vous avez en main une description précise de ce que sera le futur. Mais la communication de la vision ne se limite pas à une présentation formelle à l'ensemble des personnes concernées, mais doit s'inscrire dans le quotidien, à chaque occasion, par des actes et des actions concrètes. En d'autres termes, une communication dynamique orientée vers l'action en rappelant la situation d'urgence de changer. La cinquième phase, responsabiliser les salariés pour élargir l'action. Dans cette phase, il s'agit d'impliquer vos collaborateurs dans l'action. La responsabilisation des parties prenantes est un point important, voire essentiel pour réussir durablement la transformation. Sans cela, pas de mutation profonde ou pas de réel changement. Concernant la sixième phase, générer des victoires à court terme. En effet, ne pas attendre le terme du projet pour crier victoire. Des jalons rapprochés permettant de maintenir l'implication et le dynamisme de tous. Il convient donc de fixer les objectifs intermédiaires pour éviter le découragement et l'essoufflement. Concernant la septième phase, consolider les gains et accentuer le changement.
Un succès ne donne pas la victoire, d'autant qu'une mise en œuvre réussie ne peut concerner qu'une partie d'entreprise. Généraliser une solution à l'ensemble d'un tout peut en effet révéler de nouveaux obstacles au changement. N'hésitez pas à vous appuyer sur des méthodes connues, telles que l'amélioration continue ou le PDCA, Plan, Do, Check, Act, pour maîtriser réellement le déploiement d'une nouvelle organisation. Enfin, la 8e et dernière phase, ancrer les nouvelles pratiques dans la culture de l'entreprise. Le changement étant un état transitoire pour arriver à de nouvelles pratiques, l'étape ultime est d'intégrer l'état final projeté, devenu enfin réalité dans la culture. C'est aussi concrètement et de façon très opérationnelle, par exemple, la mise à jour de l'ensemble des documents, notamment sur les processus, les procédures ou autres. Alors, pour résumer les différentes phases de changement selon Kotter, les 4 premières étapes du processus de transformation aident à débloquer un statu quo sclérosé. Les 3 suivantes, les phases 5, 6 et 7, introduisent, elles, ensuite de nombreuses pratiques nouvelles. Enfin, la 8e et dernière étape enracine les changements dans la culture d'entreprise et contribue à les pérenniser. Voilà donc de façon synthétique les 8 étapes du modèle de Kotter. Alors, comme indiqué au début de cette vidéo, dans son dernier ouvrage, Our Iceberg is Melting, Kotter illustre ces différentes étapes à travers une allégorie, alerte sur la banquise. L'idée est la suivante. Il était une fois une colonie de pingouins qui vivaient depuis des années sur le même iceberg et n'avaient aucune raison d'en changer. Un beau jour, Fred, un pingouin un peu plus curieux que les autres, découvre que la banquise est en train de fondre. Il risque de se briser. Après moult hésitations, il décide de faire part de ses inquiétudes à Alice, l'un des membres du Conseil des 10. Je ne vais pas revenir bien entendu sur l'allégorie dans son ensemble, dans son intégralité, mais la suite de l'histoire rend compte de leurs questionnements et de leurs efforts pour convaincre les autres membres du Conseil de l'imminence du danger et de la nécessité de modifier les habitudes de la tribu. Doit-on croire Fred? Doit-on mettre au courant le reste de la colonie au risque de provoquer un mouvement de panique? Quelles sont les solutions envisageables? Les principaux héros de cette fable sont Louis, le chef du clan, Chouchou, le favori de ces dames, Non, l'ancien qui dit toujours non, et le professeur, l'intello. Tous nous parlent de résistance au changement et d'actions héroïques, d'obstacles apparemment insurmontables et de tactiques pour les déjouer. Alors que retenir de l'ensemble des travaux de Kotter? Pour lui, le plus grand des dangers, et pour de nombreuses raisons, c'est que des personnes et des organisations s'en tiennent encore au modèle du XXe siècle. Puisqu'ils ont réussi, pourquoi changer? Ils préfèrent en effet se cramponner à ce qu'ils ont sans réellement penser à ce qu'ils pourraient avoir de mieux, de plus. En fait, ils préfèrent le passé à l'avenir. La fidélité au passé est une stratégie qui va probablement devenir de plus en plus inefficace dans les prochaines décennies. Enfin, pour conclure, dans son ouvrage « Leading Change », son dernier conseil est bien de commencer à s'accommoder au changement, à développer son potentiel de leadership et à participer au processus de transformation dans son entreprise. Que malgré les risques, il faut faire un bond vers l'avenir et que le plus vite sera le mieux. Car ce sentiment d'avoir un but nous aiguillonne et nous inspire dans les moments difficiles.